Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, Bretagne et Pays de la Loire. Vous le voyez, nous sommes en direct du 54e Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes hier et qui attend jusqu'à 650 000 visiteurs jusqu'au 5 mars. Nous vous proposons une émission exceptionnelle. Pendant une heure, nous allons parler de l'agriculture des deux régions, Bretagne, Pays de la Loire. Deux régions dont vous avez ici quelques produits sur la table devant nous, du beurre, du lait de Bretagne, mais aussi du cidre ou encore du vin des Pays de la Loire, de la charcuterie de Vendée, des pommes. Deux régions qui ont beaucoup de points communs, on va le voir, c'est ce que nous allons voir avec nos invités, nos reportages. Et dans les allées du Salon de l'Agriculture, où tout au long de l'émission, nous allons retrouver Isabelle Rettig. Isabelle, vous êtes dans le hall 1, le hall des animaux, qui compte pas moins de 4000 bêtes. Et votre première invitée, Isabelle, elle s'appelle Fine. Et oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Fine, la vache la plus célèbre de France. Elle est sur toutes les affiches du salon. Elle est passée à la télé, dans les journaux, parce que c'est l'égérie de ce salon de l'agriculture. Alors Fine, elle vient de chez nous. C'est une vache de race bretonne pinois. Elle a 6 ans. Elle a grandi à la ferme des 7 Chemins à Plessé, en Loire-Atlantique, tout près de Redon. Et avec ses 40 compagnes, eh bien, elle produit du lait qui est transformé à la ferme en beurre, en crème ou en fromage. Des produits qui sont écoulés localement et qu'on trouve aussi ici sur le salon. Ils ont d'ailleurs beaucoup de succès, tout comme cette jolie petite vache noire et blanche. Je peux vous dire que depuis hier, elle est beaucoup photographiée. Tous les visiteurs passent la voir et ils ne sont pas les seuls, puisque cerise sur le gâteau, elle a reçu hier la visite de François Hollande en personne. Ce matin, c'était Ségolène Royal et ça n'est pas fini. Toute la semaine, les politiques devraient se succéder ici sur le stand de Fine. Un agenda donc chargé pour elle et pour son propriétaire, Cédric Briand, qui nous rejoindra tout à l'heure. L'agriculture et effectivement, nous sommes en année présidentielle. Tous les candidats à l'élection présidentielle vont se succéder sur ce salon. Nous en reparlerons à la fin de cette émission. Moi, je suis ici en compagnie de Jean-Paul Cimier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et spécialiste du monde agricole. On va faire ensemble un état des lieux, dans un premier temps, de cette agriculture bretonne et ligérienne. Ce qu'il y a sur la table, ça vous semble représentatif de l'agriculture bretonne-ligérienne ? Oui, tout à fait. L'agriculture, c'est fait pour nourrir les hommes. Et effectivement, vous avez ici une grande diversité de produits. Alors, les produits d'élevage, évidemment, les produits laitiers, les beurres, les crèmes, mais aussi des légumes, les ceintures légumières de Bretagne, ou l'arboriculture en Anjou, et puis d'autres produits, les viandes, etc. Donc, c'est de l'agriculture de la fourche à la fourchette. C'est une vocation naturelle pour l'agriculture, en particulier de l'ouest de la France. Quelques éléments chiffrés pour commencer dans ces deux régions. Le nombre d'exploitations, il est quasi identique. 33 447 pour la Bretagne, 31 810 pour les Pays de la Loire. Un exploitant sur deux ne trouve pas de repreneur. Pourtant, c'est dans l'Ouest que le nombre d'installations est le plus important. Dans ces deux régions, le poids de l'agriculture est prépondérant. 8 milliards 400 millions pour la Bretagne, 6 milliards 200 millions pour les Pays de la Loire. De quoi alimenter les filières agroalimentaires puissantes qui représentent environ un quart de l'emploi industriel dans nos régions. Quelles sont nos productions ? Tout de suite, la réponse en images. Voilà un panel très large de nos productions, à l'image de ce qu'il y a sur ce plateau. Jean-Paul Cimier, est-ce que l'agriculture, ça pèse encore beaucoup dans nos deux régions ? Ah oui, ça pèse beaucoup. Ça pèse d'abord, vous avez rappelé les chiffres, mais il faut aussi rappeler les chiffres en termes d'emploi. C'est 140 000 emplois dans la production agricole, dans les exploitations agricoles, hommes et femmes qui travaillent, et aussi les services liés à l'agriculture. Et c'est aussi 140 000 emplois dans l'industrie de transformation agroalimentaire. Parce que l'Ouest, c'est aussi
des terroirs, des territoires avec des usines à la campagne. Il y a 2000 usines qui transforment tous ces produits, des petites à des très grosses usines dans l'ouest de la France. Donc c'est important en termes d'économie, de chiffre d'affaires et aussi d'emploi et d'occupation du territoire. Alors rappelons-le, la France est le premier pays agricole d'Europe. Et dans cet ensemble France, l'ouest de la France, c'est l'une des plus grandes régions agricoles de France. Hein. C'est 20% de l'ensemble de la production agricole française et c'est la moitié de l'élevage. Vous l'avez montré dans vos chiffres. Donc le lait, la viande, etc. Ça, c'est la partie économique de l'agriculture. Mais il y a aussi une autre partie dont on parle moins, c'est la partie territoriale. L'agriculture, c'est-à-dire les surfaces agricoles. L'agriculture, ça occupe le 2/3 de notre territoire de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et ce sont des magnifiques paysages. Ce sont les plaines céréalières de Vendée ou de la Sarthe. Ce sont les bocages de Mayenne ou du Finistère. Ce sont les ceintures légumières de Bretagne. C'est la viticulture d'Anjou. Donc, c'est les cultures spécialisées des bords de Loire, etc. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une mosaïque de territoires, de paysages. C'est aussi presque la moitié de la superficie agricole de la région est en herbe. L'herbe, c'est un formidable facteur d'environnement. On parle toujours beaucoup de problèmes environnementaux avec l'agriculture. Mais avec l'élevage et l'herbe, on a un formidable potentiel d'environnement. L'herbe est un piège à carbone pour le réchauffement climatique. Et puis enfin, moi je pense que l'agriculture, c'est une culture alimentaire. Nous avons dans l'Ouest des produits que nous n'avons pas dans le sud de la France. Ce ne sont pas les mêmes produits. Nous avons dans l'Ouest des produits que nous ne trouvons pas ailleurs, aux États-Unis, au Brésil, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement riche, mais aussi très fragile et qu'il va falloir préserver dans les années qui viennent. C'est ça, la faiblesse de nos agricultures, c'est sa fragilité ? Oui, effectivement. Alors, on parle beaucoup de... Elle est où la fragilité ? La fragilité est dans l'économie. Tout ça, les agriculteurs, d'abord, ce qu'ils demandent, on va l'entendre pendant tout ce salon, ce sont des prix agricoles plus rémunérateurs, qui rémunèrent leur travail, la qualité de leurs produits. Et ça, aujourd'hui, les revenus sont à zéro parce que les prix sont insuffisants. Donc, il faut revoir, d'une part, les politiques agricoles au niveau européen et mondial. Est-ce que le libre-échange, par exemple, est une voie d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation ? Moi, je ne crois pas. Faire rentrer du bœuf du Canada alors qu'on a ici tout ce qu'il faut en France ou en Europe, c'est peut-être pas la solution. Ou de la volaille du Brésil, alors qu'on a tout ça dans l'ouest de la France, Janzé, Loué, etc. Donc, nous avons à préserver l'économie de l'agriculture, les prix payés dans nos grandes surfaces, nous, consommateurs. Quel est le choix que nous faisons ? Est-ce que nous payons au juste prix le commerce équitable ? Est-ce que ça existe pour les agriculteurs ? Est-ce que nous payons au juste prix la qualité de ces produits ? Aujourd'hui, l'alimentation, c'est à peine un peu plus de 10% du budget des ménages français. On préfère peut-être faire des économies sur le coût de l'alimentation et acheter un smartphone plus récent. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Et puis surtout, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que l'agriculture dans les territoires de l'Ouest, c'est une agriculture artisanale. C'est une petite agriculture. Une ferme dans l'Ouest, ça fait en moyenne 50 hectares. C'est 2 à 3 personnes qui travaillent. Et ça, c'est tout sauf la ferme des 1000 vaches. Tout sauf l'agriculture industrielle du nord de l'Europe, parce qu'il y a une agriculture aujourd'hui en Allemagne, industrielle, aux Pays-Bas, et c'est loin des fermes de 10 000 vaches ou de Californie, etc. On va en parler avec les éleveurs, effectivement, de nos deux régions, des éleveurs qui souffrent beaucoup de la crise dont on va parler en ce moment, puisque l'agriculture est traversée par des crises, notamment l'élevage. Il y a eu des manifestations de producteurs de lait au cours de l'été dernier, encore cet automne et même au cœur de l'hiver. Au cœur du problème, on va y revenir, vous en avez déjà parlé, une surproduction, des prix trop bas. Les éleveurs estiment avoir perdu un quart de leurs revenus. Il faut rappeler qu'il y a 3 jours, dans les Côtes-d'Armor, une agricultrice de 47 ans s'est pendue. Elle ne supportait plus de ne plus pouvoir payer ses factures. Des éleveurs qui sont parfois à bout de souffle, comme ce producteur de la Sarthe qui a décidé d'abandonner son élevage transmis dans sa famille depuis 3 générations. C'est un reportage de Marine Rondonnier et de Karine Mordrel. Ok, bon, impeccable. Le reste de la semaine, pareil, hein ? Oui. Vert. Allez, Zo, tu fermes ton sac, on met les chaussures et on est go. Ces moments de complicité avec son fils, Alexandre y tient profondément, mais ils sont rares. 1 heure le matin, c'est tout ce qu'il peut accorder à Florentin chaque jour. Bonne journée et on travaille bien. C'est précieux, ouais. C'est ce qui me fait tenir aujourd'hui à la ferme. C'est-à-dire que c'est tellement dur physiquement et puis de ne pas les voir. Il y a plein de gens qui ne les voient pas, mais ils ont le week-end quand même avec. Moi, je n'ai pas le week-end. Le week-end, je suis tout le temps au boulot. Le boulot, 80 heures par semaine. Voilà le quotidien d'Alexandre et ses 50 vaches laitières. Et en plus, avec le prix du lait à 27 centimes le litre, il ne se dégage pas de salaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'à 40 ans,
je suis encore en train de vivre sur le salaire de ma femme, quoi. Je m'étais dit, bon, bah, j'aurais au moins quelqu'un, je pourrais au moins payer quelqu'un pour faire le travail le week-end, ou enfin quelques week-ends par an, et puis partir avec eux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne peux pas. Financièrement, ça ne passe pas. C'est 8 centimes qu'il me faut pour payer quelqu'un à l'année. 8 centimes par litre de lait, c'est tout ce que demande Alexandre pour garder sa ferme. Mais maintenant, il n'y croit plus. Je vais essayer de tenir 2 ans encore, le temps de pouvoir rembourser tous ces prêts là, que j'ai accumulés. Et puis moi, je me verrais bien dans 2 ans, effectivement, faire un peu de viande de qualité, essayer d'être autonome, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on est trop dépendant. On bosse pour qui? Les boîtes d'aliments et les banques. Résigné, Alexandre va devoir arrêter après 3 générations. Mais pour lui, c'est une question de survie. La crise du lait, c'est un thème qui inspire entre autres notre dessinateur Loïc Schwartz, dont on retrouvera les dessins tout au long de l'émission. Un dessin qui va aussi faire réagir notre nouvelle invitée, Régis Magui, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur laitier dans le Maine-et-Loire, à Landemont, et vous étiez en contrat avec Lactalis jusqu'en janvier dernier. Avant la rupture avec le groupe, on va parler de votre histoire. D'abord, est-ce que ça vous fait réagir ce dessin ? Il devrait arriver. Le dessin où le producteur laitier attend que la remontée des cours. Ça a été votre cas ? Ah, on a attendu, on attend toujours, j'ai envie de vous dire. C'est exactement ça. En fait, ça fait 2 ans qu'on attend. On nous annonce régulièrement que les tendances sont à la hausse. On entend ça régulièrement, tous les 3-4 mois, pour essayer de nous mettre un peu de pommade. Et puis voilà, on attend. Mais ça fait 2 ans que ça dure. Et puis ils sont toujours loin, ces cours de nos coups de revient. Alors on va expliquer aux téléspectateurs. Lactalis vous a reproché notamment d'avoir témoigné dans un reportage. C'était dans Envoyé spécial sur France 2 sur les produits Lactalis. Et il a décidé de rompre le contrat. Vous avez retrouvé une autre laiterie, on va en parler. Racontez-nous votre histoire. Comment vous avez vécu ça ? Eh bien, en fait, très surpris de cette rupture de contrat avec Lactalis, hein, ça je ne vais pas vous le cacher. C'est vrai qu'en tout état de cause, on avait accepté ce reportage sur France 2 parce qu'il était temps d'expliquer vraiment notre mal-être et puis les conditions dans lesquelles sont rendus à vivre les producteurs de lait. Vous le citiez tout à l'heure, voilà, hein, on voit des catastrophes dans certaines fermes au niveau des hommes ou des femmes plus particulièrement. Et ça ne pouvait pas durer. Donc, Et pour vous, le responsable de tout ça, c'était Lactalis ? C'est ça que vous vouliez dénoncer ? Le responsable de tout ça, on a dénoncé, nous, Lactalis, parce qu'on était producteur Lactalis. Maintenant, c'est le cas d'un producteur sur 5 en France, hein, il faut le rappeler. Tout à fait. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. Hein. C'est le cas de 80% des coopératives et industriels laitiers en France. Aujourd'hui, ils ne jouent pas le jeu, absolument pas. En fait, ils s'enrichissent sur le dos des producteurs dont on fait partie. Aujourd'hui, on sait pertinemment, et puis aujourd'hui, les médias le diffusent, les cotations du beurre n'ont jamais été aussi hautes, et puis les producteurs de lait n'ont jamais été aussi mal payés. Vous me disiez tout de suite, avant de commencer cette émission, que ça fait 4 mois que vous n'êtes pas versé de salaire, c'est ça ? C'est exactement ça, voilà, comme vous dites. Hein, moi, j'ai pas honte de le dire. Hein, voilà, aujourd'hui, on est rendu à un schéma tel qu'il n'est plus possible. Ou alors, on décapitalise totalement l'exploitation, on vend nos animaux, on vend nos tracteurs, et puis on n'a plus aucun moyen de production. Ou alors, on accepte de faire ce que nous, on a décidé de faire, de ne plus se prélever de salaire au niveau de l'exploitation, de vivre à l'accroc de nos compagnes, ce qui n'est pas durable. Mais momentanément, on a encore envie de croire un renversement de situation. Alors là, vous avez trouvé une nouvelle laiterie, racontez-nous. Alors nous, pour notre part, voilà... On a la chance, après ce mois de combat acharné à essayer de trouver un autre collecteur de lait, on a eu la chance de rencontrer des gens très humains qui comprennent la douleur du monde paysan, la douleur des producteurs de lait plus particulièrement. Donc je suis fier de vous annoncer et de vous présenter cette brique qui va nous permettre de continuer notre métier et puis de valoriser notre lait à un niveau qui nous permettra de vivre décemment et puis de payer nos factures.
de continuer notre exploitation. Alors d'abord, je voudrais remercier les consommateurs parce que cette brique, elle n'aurait jamais vu le jour sans les consommateurs français. Qui sont à l'origine de la marque, hein, c'est qui le patron? Tout à fait, voilà, c'est une marque consommateur. Et ça va vous permettre de retrouver un salaire et de gagner de l'argent? Complètement, tout à fait. C'est une brique qui est vendue 99 centimes pour le consommateur, mais qui reverse 39 centimes ou 390 € des 1000 litres pour les gens qui sont plus dans le métier. Mais 39 centimes, nous, il nous faut 34-35 centimes pour vivre décemment, pour pouvoir payer nos factures et puis commencer à se verser un salaire. Avec 39 centimes, on va vivre très, très, très honnêtement comme on ne l'a jamais vécu. Donc merci à la laiterie LSDH, hein, pour ne pas la citer, qui est basée dans le Loiret et qui va vous permettre de vendre votre lait à un prix correct. Qui a accepté de collecter notre lait, de le mettre sous brique. Et puis merci à la marque consommateur, c'est qui le patron, de nous avoir permis de voir une lueur d'espoir. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire, j'espère que ça va permettre de rétablir un système beaucoup plus équitable, comme vous le disiez à l'instant. Un système beaucoup plus équitable et puis qu'en fait, dans toute la filière, chacun puisse vivre. Nous, on n'est pas contre ce que les industriels gagnent de l'argent, c'est le but, on le sait. Mais que vous en gagnez vous aussi. Voilà, tout à fait. C'est un nouveau modèle, c'est laiterie. Il faut toujours inventer le modèle. Qui va contrebalancer le modèle Lactalis qui était quand même ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a d'une part la dérégulation du marché laitier en Europe, qui a été une catastrophe pour le marché du lait, on le voit maintenant. La fin des quotas, c'était l'année dernière. Et finalement, on est depuis en crise depuis 2 ans maintenant. En gros, la surproduction fait que la baisse des prix est terrible. Hein. Il y a finalement 7 ou 8% de lait en trop. Et cette surproduction, elle est liée à quoi? C'est la fin des quotas laitiers, c'est ce qu'on entend beaucoup. On a laissé le marché faire son œuvre. Donc avant, on était dans un marché très encadré par la politique agricole commune. Maintenant, ça c'est terminé. Donc c'est la fin des quotas laitiers qui a produit ça. C'est la fin des quotas laitiers qui a été le point d'orgue, mais qui avait été engagé bien auparavant. Et puis de l'autre côté, c'est effectivement le juste prix payé par le consommateur dans nos grands magasins, si vous voulez. Et ça, c'est effectivement, il faut qu'on puisse payer le prix qui rémunère les producteurs, tous ceux qui travaillent dans la filière. C'est la répartition de la marge, parce que même un produit de qualité, s'il est sous-payé, le producteur ne gagnera pas sa vie, et donc c'est pas la solution. Et c'est plus facile avec des laiteries sur un autre modèle que le modèle Lactalis? Je crois qu'il ne faut pas opposer les choses, parce qu'il faut bien savoir qu'en France, on exporte 40% de notre lait. Donc, on ne pourra pas passer tout le lait français dans le système, ce système-là. Ce système-là, à mon avis, est très bien pour une bonne raison, c'est qu'il rapproche le producteur du consommateur. S'il y a eu quelque chose qui s'est opéré depuis 40 ans en France dans l'agriculture, c'est qu'on a dit aux producteurs produisez, et il ne s'est pas occupé du reste, si je puis dire. Hein, on s'occupe du reste. Là, maintenant, le producteur est en train de reprendre une partie du pouvoir, parce que le pouvoir dans le marché, c'est toucher le consommateur final, celui qui achète le produit. Donc ça, c'est très bien. Refaire du lien entre le producteur et le consommateur, c'est une source de valeur ajoutée, et d'abord pour le producteur. Donc, plus on fera ça, et plus ça sera positif pour le producteur, et en plus, ça redonne du sens au consommateur qui voit le produit et qui connaît le producteur. Et ça va s'adapter, on va le voir. Mais ce n'est pas la seule solution, parce que je répète, on fait 40% de notre lait à l'exportation, et là, c'est le marché mondial. Et aujourd'hui, sur le marché mondial, le prix est bien inférieur à 300 € les 1000 litres. Donc, il faut trouver d'autres solutions complémentaires. Un autre secteur qui est impacté par la crise, c'est la production de viande bovine. La consommation est en baisse parce que la viande, souvent au détail, est jugée trop chère par le consommateur. Les marges des éleveurs ont pourtant baissé, alors que celles des transformateurs et des distributeurs, elles, ont augmenté. Pour faire face, certains éleveurs ont fait un autre choix, celui de la qualité plutôt que de la quantité. C'est le cas du propriétaire de Fine, la mascotte du salon. Nous allons rejoindre Isabelle Rettig. Elle est aux côtés de Cédric Briand, cet heureux propriétaire. On peut dire ça comme ça, Isabelle? Oui, heureux propriétaire, hein. Très, très pris ce matin, il est avec nous, c'est vraiment gentil. Alors c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, hein, Fine, c'est la race bretonne Pinoir, c'est une race laitière, mais pas seulement, c'est une race à viande. On va en parler, avant cela quand même un mot, Cédric. Cette race, elle a failli disparaître, racontez-nous rapidement. Oui, complètement, hein. C'est une race qui ne correspondait pas du tout à la modernité des années 50, 60, hein, même début 70. Elle produisait très peu de lait. Elle est de plus petite taille, hein, c'est la plus petite race de vache en France. Donc évidemment, ça ne correspondait pas. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé en 76 avec 311 vaches. Et aujourd'hui, il y en a combien? Alors aujourd'hui, on en a 2500. Hein, ça a été le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, hein, en 1976. Alors, une vache à lait et une vache à viande. Donc une race mixte. Une race mixte. Voilà, donc elle est complètement adaptée, nous, à ce qu'on fait en valorisation en circuit court. Hein.
on transforme le lait, on valorise sa viande et tout ça, nos clients directement à la ferme. Vous avez une grosse production ou ça reste assez modeste? Non, ça reste très modeste parce qu'on est 3 associés sur 60 hectares, on a 40 vaches, on produit 100 000 litres de lait par an et puis on valorise la viande sur l'exploitation. Donc ça représente pas beaucoup, mais c'est pour satisfaire notre clientèle locale. Oui. Alors Christine le disait, hein, le secteur viande aujourd'hui, la filière viande souffre beaucoup. Est-ce que vous en avez senti l'impact justement? Alors non, nous on ne sent pas forcément cet impact sur la filière viande parce qu'on ne vend pas notre viande dans la filière, puisqu'on vend la viande directement à nos consommateurs qui viennent directement à la ferme. Donc c'est vrai que pour ça, on n'est pas touché. Mais on est solidaire, on comprend bien les difficultés aujourd'hui de la filière, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est quand même comme ça qu'on s'en sort le mieux, selon vous? Alors, aujourd'hui, étant donné les prix des cours, c'est nous qui nous en sortons le mieux. Voilà, mais ça a toujours été comme ça. Nous, on a toujours travaillé comme ça. Après, c'est vrai, hein, on dit que les consommateurs aujourd'hui mangent moins de viande. Vous le ressentez ça aussi ou c'est pas si vrai que ça finalement? Alors, moi, je ne le ressens pas forcément parce que les gens qui viennent acheter notre viande, elle est déjà réservée, ils n'ont pas diminué leur consommation. Je pense par contre qu'ils font attention à comment est produite la viande et la qualité de la viande. Vaut mieux manger peut-être moins, mais peut-être mieux. Alors, voilà, je sais que les consommateurs, en tout cas ceux qui me le disent et qui viennent à la ferme, ce qu'ils veulent, c'est que c'est des vaches nourries à l'herbe. Et ça plaît beaucoup. En tous les cas, vous arrivez aujourd'hui à vous en sortir. Merci beaucoup Cédric Briand. On va vous laisser avec Fine et puis on va se retrouver un petit peu plus tard ailleurs dans le salon, Christine. Oui, alors votre invité le disait, Isabelle, hein, c'est les consommateurs et les producteurs qui sont au plus proche. C'est une façon de contourner la crise. Un autre produit qui n'a pas la cote auprès des consommateurs, ce sont les œufs en batterie. La grande distribution envisage de ne plus les commercialiser en 2025, d'où l'inquiétude des producteurs bretons qui ont beaucoup investi pour mettre leurs exploitations aux normes. Le point avec Isabelle Rettig. Des images et des slogans chocs. Depuis plusieurs mois sur Internet, au cinéma ou par campagne d'affichage, les associations de la cause animale interpellent les consommateurs sur les conditions de vie des élevages, notamment celles des poules en cage. Et dans les grandes surfaces, les clients y sont de plus en plus sensibles. Je cherche des poules qui vivent en plein air. Je ne veux pas des poules enfermées. J'ai une préférence quand même pour le bio et le plein air. Des poules élevées en plein air, c'est le choix qu'a fait cette avicultrice de la Sarthe. Elle possède 6000 volailles. Nos poules, elles ont accès à 10 mètres carrés par poule, c'est-à-dire elles ont 6 hectares à leur disposition. Et elles peuvent picorer un peu? Elles peuvent picorer, elles ont tout ce qu'il faut. On voit qu'elles sont heureuses d'être sorties. Mais jusqu'à présent, 60% des œufs produits en France provenaient d'élevages de poules en batterie. Des œufs 2 fois moins chers que les œufs bio ou de plein air. Depuis 1995, les éleveurs ont fait des efforts pour améliorer le bien-être de leurs poules, à l'image de cet éleveur des Côtes d'Armor, qui en moins de 20 ans a dû procéder à 3 mises aux normes de ses bâtiments. La dernière qui a été faite en 2012 a constitué en fait à changer complètement le matériel dans nos bâtiments, à équiper nos cages de perchoirs, de nids, comme vous pouvez le voir là-bas, hein, et donc à mettre plusieurs surfaces aussi pour nos poules. Cette dernière mise aux normes a coûté plus d'1 milliard d'euros à la filière, peut-être pour rien, car les œufs en batterie n'ont plus la cote. Ces derniers mois, la plupart des grandes enseignes françaises se sont engagées à ne plus les commercialiser d'ici 2025, voire même 2020. Mais les éleveurs parviendront-ils à s'adapter en si peu de temps? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que mon banquier me dit « Attends, tu dois déjà beaucoup d'argent avec ce que tu as déjà fait pour 2012. Moi, je ne peux pas te reprêter comme ça 1 million d'euros pour adapter ton bâtiment. » Alors que si moi, je ne le fais pas, à terme, mes bâtiments, ma production ne trouvera plus de débouchés issus de poules en cage. La filière avicole s'est néanmoins engagée à produire 50% de bio ou de plein air d'ici 5 ans, mais pour y parvenir, elle réclame le soutien des distributeurs. Elle espère trouver un accord durant le salon de l'agriculture, faute de quoi les ruptures d'approvisionnement pourraient s'intensifier dans les grandes surfaces. Régis Mingui, le consommateur, il veut plus de qualité, vous le sentez? Vous n'êtes pas en bio, vous faites quoi? De l'agriculture raisonnée? Tout à fait. Donc non, on n'est pas en production bio, on est, oui, comme vous dites, en agriculture raisonnée. La qualité, c'est vraiment un message que vous envoie le consommateur? On y arrive, oui, c'est très clair. Hein. Nous, là, donc on était déjà démarré en une démarche d'alimentation sans OGM pour nos animaux avant de recevoir le cahier des charges de la marque du consommateur.
Après, vis-à-vis de ce qu'ils nous demandent, c'est très très clair. Je sais que nous, pour le lait, on sent très bien que le consommateur privilégie des animaux qui vont au pâturage dans l'année, des animaux qui sont logés dans des bâtiments spacieux, lumineux, des animaux donc, qui ne reçoivent pas d'alimentation OGM et qui reçoivent une alimentation fournie par l'exploitation dans sa majeure partie, quoi. Jean-Paul Simier, il le sent, le consommateur, la souffrance animale, c'est quelque chose qui l'interpelle et c'est un élément dans la consommation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors la filière œuf, c'est tout à fait emblématique. Alors il y a 40% de la production nationale qui est faite en Bretagne. Les consommateurs sont prêts à payer plus pour la qualité. Un œuf standard en cage, c'est en gros 10 centimes. Un œuf au sol, c'est 20 centimes. Et un œuf plein air type loué, comme celui qu'on a vu dans le reportage, c'est près de 40 centimes. Oui, 10, 20, 40. Donc il y a une vraie capacité des consommateurs, s'ils comprennent le sens du produit, donc le bien-être animal, la qualité des produits. Donc effectivement, il faut faire tout ça pour les producteurs. La différenciation, le reconnecter avec le consommateur, raconter une histoire, j'allais dire, raconter ce que c'est vraiment l'agriculture, parce qu'encore une fois, la distanciation qu'il y avait eu ces 40 dernières années entre les producteurs produisaient, les transformateurs transformaient et les commerçants vendaient, ça c'est un modèle passé. Donc il faut revenir une agriculture plus respectueuse de l'environnement ? Oui, plus respectueuse de l'environnement, elle l'est beaucoup, sauf qu'on ne le dit pas assez. Et c'est parce qu'on parle toujours de l'environnement et de l'agriculture quand ça ne va pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Je rappelais tout à l'heure la richesse des terroirs de l'ouest de la Bretagne et des Pays de la Loire, c'est grâce à l'agriculture. C'est grâce à notre agriculture artisanale de petites exploitations. Ce n'est pas de l'agriculture industrielle, avec des hommes et des femmes qui travaillent sur ces petites exploitations. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et pour préserver ça, il faut payer les produits au juste prix. Les œufs, le lait, c'est ça l'enjeu pour demain. Payer les produits à leur juste prix. On va continuer à en parler. Il y a ceux qui subissent la crise. Il y a aussi ceux qui y échappent et qui ont trouvé des solutions. C'est le cas du bio pour le moment, puisque les filières, on le vend en poupe. Le marché est en progression constante. La surface des productions bio a augmenté dans nos régions. On le voit, 2418 exploitations en Bretagne, 2100 dans les Pays de la Loire, qui produisent quoi ? Eh bien, essentiellement du lait, des légumes, mais aussi de la viande bovine. Nous allons voir avec Isabelle Ritty combien pèse le bio dans nos régions. Alors c'est vrai que le bio est en forte augmentation depuis 2008 dans nos deux régions. Vous le disiez, le nombre d'exploitations n'a cessé d'augmenter, que ce soit des créations mais aussi des conversions qui sont d'ailleurs plus nombreuses depuis l'an passé, puisque 2 certifications sur 3 résultent d'une conversion. Depuis 2016, on compte ainsi 310 nouvelles fermes bio en Bretagne, dont 154 qui produisent des bovins pour la viande ou le lait. Environ 7% des fermes bretonnes sont désormais en bio et 7 communes sur 10 possèdent une ferme bio sur leur territoire. Même évolution dans les Pays de la Loire, où rien qu'en 2016, la surface consacrée au bio a augmenté de 27 000 hectares et la région se classe au 2e rang national en termes de surface bio. C'est surtout en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire qu'on trouve des exploitations en bio ou en conversion. Les agriculteurs bio, eux, ils sont de plus en plus nombreux à transformer leurs produits à la ferme, que ce soit le lait de vache, de chèvre, la viande de porc ou de volaille notamment. Et côté commercialisation, ce n'est pas une surprise, ils sont nombreux aussi à privilégier les circuits courts, même si beaucoup misent sur des enseignes spécialisées comme Biocoop ou sur la grande distribution qui représente aujourd'hui en France 45% des parts de marché bio. Enfin, sachez que l'interprofession des entreprises bio de la région Bretagne a créé en 2016 son propre label B-Raise pour distinguer les produits bio fabriqués localement. Isabelle, qui cuisine bio. Le bio, c'est surtout le lait dans nos régions, on l'a dit, c'est Biolait. Au départ, 6 producteurs de lait bio du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, ils sont 2000 agriculteurs qui représentent 30% du marché du lait bio et qui fixent eux-mêmes le prix du lait. On voit ça tout de suite dans ce reportage de Sylvaine Saliou. Dominique est un paysan heureux. Ses 50 vaches produisent du lait bio, suffisamment pour qu'il vive de son métier. Quand il a repris la ferme des Hirondelles avec sa femme il y a 3 ans, il a cherché une laiterie. Il a choisi le groupement de producteurs Biolait. Avec Biolait, j'ai trouvé vraiment un échange. Ils se sont intéressés à mon projet, ce que d'autres laiteries n'avaient pas fait. On se retrouve régulièrement en réunion pour discuter de tout. Et donc il y a une transparence, on a l'œil sur les comptes, quoi. Ce sont aujourd'hui des paysans qui gèrent Biolait. Biolait a été créé par des paysans de l'Ouest il y a 20 ans.
Il ne voulait plus dépendre des industriels. Ils étaient 6, ils sont 3000 aujourd'hui dans toute la France. Chez Biolay, tout est décidé en commun, jusque l'alimentation des animaux. Il faut qu'on achète des céréales ou de la protéine qui viennent de France. Pour l'instant, Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais aujourd'hui, on estime que la bio se développant, il faut mettre des garde-fous afin qu'il ne soit pas fait n'importe quoi. Et donc ça, c'est une mesure importante pour Biolay, quoi. Les paysans fixent aussi le prix du lait. 450 € minimum les 1000 litres en 2016. Et c'est exceptionnel, ils organisent eux-mêmes la collecte. On a fait le choix de nous-mêmes d'avoir nos tanks à lait, nos camions qui collectent le lait et qui vont livrer des gens qui vont transformer le lait. Et on a pris la collecte et la vente du lait à notre compte, ce qui n'est plus le cas pour la plupart des producteurs de lait en général, puisque c'est les industriels qui font la collecte eux-mêmes, qui fournissent les tanks à lait dans les fermes et qui en fait déterminent un peu le prix du lait en fonction des outils industriels. Pour ces débouchés, Biolay a lié des partenariats avec Hyper U et Biocoop. La demi-palette, ça suffit là Une façon de consolider la filière, et pour les paysans, et pour les distributeurs. Surtout en ce moment où la bio fait un peu fureur et où on est des fois un petit peu coincé sur nos approvisionnements. Là, le fait d'avoir un partenariat avec Biolay, il est vrai que du coup, on assure nos approvisionnements. Et ça, c'est vraiment important. Vu la croissance de la demande en lait bio, le groupement de paysans va continuer à grossir et faire des envieux. Il faudra que tous soient vigilants pour que solidarité et transparence restent les maîtres mots de cette aventure. Et on va retrouver Isabelle Ratic toujours dans le hall des animaux avec un éleveur de volailles de la Sarthe, éleveur bleu-blanc-cœur. Isabelle, qu'est-ce que c'est que ce bleu-blanc-cœur ? Ah oui, bien écoutez, Bleu Blanc-Cœur a été créé il y a près de 20 ans. C'est une démarche en fait qui repose sur 170 publications scientifiques et 5 études humaines. C'est donc du sérieux. Et c'est Dominique Levrard qui va nous en parler. Bonjour Dominique, vous êtes éleveur de volailles et de bovins dans la Sarthe et vous avez été l'un des tout premiers à adhérer à Bleu Blanc-Cœur. Alors, qu'est-ce que c'est Bleu Blanc-Cœur et pourquoi ça vous a intéressé ? Bonjour. Alors, adhérer à Bleu Blanc-Cœur, le tout premier ou dans les tout premiers, oui, puisqu'on est en fait un petit groupe d'une dizaine de paysans avec un ingénieur agro, avec lequel on échangeait il y a 25 ans maintenant sur l'alimentation de nos animaux. Donc l'association est née de cet échange-là en fait. Et l'association est née d'une question d'un des agriculteurs qui transformait son lait en beurre pour son autoconsommation. Et la question posée était issue d'un aspect du beurre qui changeait au cours de l'année en fonction des rations des vaches. C'était très simple, hein, c'était une question, on savait que c'était en lien avec l'herbe, puisque son beurre, quand il était issu du lait qui était dans la période de printemps, quand les vaches étaient à l'herbe, on avait un beurre qui était très jaune, qui avait beaucoup de goût, tartinable. Et le même paysan avec les mêmes vaches ne se retrouvait pas du tout avec le même beurre en période hivernale avec une ration de maïs. D'accord. L'association est née de cette question-là. Donc l'idée, c'était de se dire, si on nourrit bien nos animaux, forcément, les êtres humains, eux, seront en meilleure santé. Oui, c'était ça, et c'est surtout que l'alimentation a un effet direct sur le produit, en fait, sur le produit fini. Donc ça s'est vu très rapidement et très simplement sur le beurre. Et on aurait... La question posée à l'ingénieur, en fait, c'était de trouver une explication à ça. Parce on savait ça. Mais de mettre le doigt dessus, de l'expliquer, de le mesurer, ça nous intéressait. On aimait en connaître les éléments qui pouvaient construire le beurre jaune ou le beurre blanc. Alors, je le disais, vous élevez des volailles et des bovins. Comment vous les nourrissez, justement, vous, sur la ferme ? Donc, nous, on fait de la vente directe. On a toujours fait de la vente directe sur la ferme. Et on a toujours cherché à faire l'alimentation sur l'exploitation. Donc, on veut être décideur et puis savoir de quoi on parle dans l'alimentation. Alors là, c'était un petit peu un a priori sur l'alimentation. Chez nous, on avait un a priori de diversité. On croit plus dans les essais de la nature, nous, millénaires, que dans les essais des hommes sur les 15, 20, 30 dernières années. Et on est resté avec une alimentation toujours très variée. Donc dans l'alimentation, nous, c'est maïs, blé, lin, lupin, févrole, avoine. On a beaucoup, la diversité, j'y crois. Enfin, on y a toujours cru. Donc la question posée sur la naissance de Bleu Blanc-Cœur et la question donc du fameux lait et du beurre, ça m'a permis de me réapproprier mon métier et d'avoir une réponse sur le lien. Merci beaucoup Dominique Levrard. Et c'est vrai que Bleu Blanc-Cœur, maintenant on le trouve pour beaucoup de produits. On peut les découvrir justement ici au Salon de l'Agriculture. Régis Minguiche, vous voyez très attentif à ce que disait l'éleveur. Vous aussi, vous vous rendez compte qu'en fonction de l'alimentation que vous donnez à vos animaux, le produit n'est pas le même ?
C'est assez incroyable, hein. Au printemps, les vaches produisent un lait beaucoup plus parfumé et puis un lait, comme disait le monsieur, beaucoup plus jaune, avec rien que le lait, hein, avant la transformation, n'a déjà pas le même goût que le lait qu'on va avoir en période hivernale lorsque les animaux sont à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Jean-Paul Cimier, est-ce que le bio est synonyme de qualité et est-ce que c'est l'agriculture de demain ? Le bio va se développer, ça c'est incontestable. C'est synonyme de qualité pour les consommateurs, ça c'est évident, c'est le message qui est passé. C'est aussi un facteur d'environnement extrêmement important parce que je rappelle qu'en bio on n'utilise pas de produits chimiques ni d'engrais chimiques. Donc ça pour notre environnement c'est un plus. Maintenant il faut que, si on veut que le bio se développe, je dirais d'une certaine façon, il faut que le consommateur paye encore une fois le juste prix. Mais si demain on a du bio discount, ça ne se développera pas. Hein. C'est un risque aussi pour le bio, c'est qu'on ait des crises de marché. On parlait de Biolay tout à l'heure dans le reportage. Biolay a failli disparaître il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a eu une crise de marché. Donc il faut faire le lien entre le bon produit. Le consommateur peut payer le lait plus cher, mais le prix pour l'éleveur n'est pas forcément plus élevé. Et c'est pour ça que l'enjeu est très important de reconnecter, si je puis dire, l'agriculteur au consommateur. Et donc, dans tous ces reportages, on voit toujours finalement la même chose, c'est les agriculteurs qui refont le lien avec le consommateur, qui parlent de qualité, qui parlent de leurs produits, et on fait le lien entre mode de production, ce qu'on va donner à manger aux vaches, le lait qu'on va avoir, et les produits, le beurre qu'on aura derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de réinventer, qu'on avait oublié dans le passé, et j'allais dire, il y aura une segmentation parce qu'il y a aussi une diversité de consommateurs. Tout le monde ne veut pas acheter du bio. Certains préfèrent des produits non animaux, végétariens. Alors les prix sont aujourd'hui plus élevés. On peut imaginer du bio avec des prix moins élevés ? Moi, je pense que le bio doit quand même être payé plus cher que le produit standard parce que ça coûte plus cher à produire. Les rendements sont moindres. Dire aux gens, vous allez payer le bio pas plus cher que le produit standard, quelque part, j'allais dire, le producteur, il ne gagnera pas sa vie. Ou alors, ça sera du faux bio. Hein, ou alors du bio dans des grandes fermes industrielles, parce qu'on peut voir ça demain, se développer, notamment encore une fois dans le nord de l'Europe ou ailleurs dans le monde, du bio industriel, ce qui est un peu antinomique. Moi, je crois que ce n'est pas ce qu'on veut ici en France. On veut du bio, je répète, dans des fermes artisanales à taille humaine. Autre secteur en développement, les circuits courts. On va voir un exemple avec la ruche qui dit oui. C'est une plateforme de vente en ligne qui favorise les échanges directs entre les producteurs locaux et les consommateurs. C'est un reportage en Mayenne de Jérémy Armand et de Karine Andouche. En pleine campagne mayonnaise, le bonheur est dans le pré pour ces agneaux élevés en plein air et nourris à l'herbe. Et voici les derniers nés, des agneaux de race anglaise, britannique comme leurs éleveurs, Charlotte et Alex, installés en France depuis 11 ans. Ce couple d'éleveurs vend un tiers de sa viande directement aux consommateurs, notamment grâce au site internet La Ruche qui dit oui. Tout est réglé d'avance. Nous n'avons pas de perte dans l'exploitation de viande et on peut échanger avec les clients au moment de la livraison. Pour la livraison, c'est ici que ça se passe. Chaque jeudi soir, le garage d'Odile à Louvernay se transforme en petit marché, avec pas moins de 45 producteurs locaux. Après 5 ans d'existence, sa ruche est l'une des plus actives de l'Ouest. Une fierté pour cette surveillante de collège. L'idée que je sers un peu à quelque chose dans le petit maillon d'alimentation, quoi. C'est sans prétention, hein, mais l'idée de faire partie d'une chaîne. Ça marche. Le filet mignon fumé, les lardons fumés et les rillettes du Val-Midi. Chaque semaine, une quarantaine de paniers sont commandés par Internet. Les clients choisissent les produits qui les intéressent sans obligation d'achat. 80% du prix de vente revient aux producteurs. La liberté d'acheter, de la quantité qu'on veut, la qualité et puis la convivialité aussi. Parce que c'est pas le supermarché là. Revenons à nos moutons. Ils se retrouveront dans l'assiette à Pâques et disponibles en quelques clics pour les clients de la ruche. On l'a vu dans ce reportage, l'agriculture aujourd'hui, elle est aussi connectée. Pour preuve, ces chiffres, 79% des agriculteurs utilisent aujourd'hui Internet et ils sont 82% à visionner des vidéos agricoles, 32% à utiliser les réseaux sociaux.
comme cette agricultrice qui est basée à Arzal, dans le Morbihan, et qui a défié ses collègues sur Twitter. Elle s'appelle Élodie Lemouillou, elle a 25 ans et un soir après la traite, elle a fait un selfie avec sa vache préférée. Elle a demandé à ses amis d'en faire autant. Résultat, un vrai carton sur Internet, une belle façon en tout cas de parler de son métier de façon positive. Isabelle Rettig a fait un détour sur le stand de la ferme digitale pour tester les objets agricoles de demain et nous dire à quoi ça ressemble l'agriculture connectée. La ferme digitale qui abrite une dizaine de startups venues de toute la France, des startups qui ont décidé à leur manière d'aider les agriculteurs. C'est le cas par exemple de Nayo Technologies, une startup toulousaine qui a conçu ce petit robot de désherbage OS 440. Bonjour Julien. Bonjour. Comment fonctionne ce robot? Alors c'est un robot qui fonctionne avec 2 capteurs, donc des caméras et un laser, qui lui permettent en fait de voir où se situent les rangs. Et ensuite il est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire des demi-tours en fin de rang de façon totalement autonome. Et donc c'est principalement des maraîchers, des viticulteurs ou des horticulteurs qui vont l'utiliser pour des travaux de désherbage ou d'assistance à la récolte en utilisant des outils qui seront placés à l'arrière du robot. Il peut traiter à peu près 1 hectare par jour, je crois, c'est pas mal. Voilà, c'est ça exactement. Ça aide bien les agriculteurs. Merci beaucoup Julien. On va aller voir vos voisins, une autre start-up, Airinov, qui elle a conçu un drone. Bonjour Romain. Bonjour. Alors ce drone, en fait, il permet aux agriculteurs de gaspiller moins d'engrais, on va dire, pour résumer. Exactement. Son objectif, c'est de leur permettre de gagner de la marge. Donc on a créé ce drone en 2010 et aujourd'hui, il cartographie plus de 10 000 parcelles par an pour donner aux agriculteurs un bilan de santé de leur culture et un diagnostic des doses d'engrais qu'ils vont pouvoir apporter différemment en fonction des zones du champ. Le drone, il va cartographier le champ en le survolant. C'est une aile volante qui suit les coordonnées GPS. Et elle embarque un capteur qui va procéder à une analyse de la couleur des plantes, un petit peu plus précise que ce que l'on voit avec nos yeux, et va nous donner l'état de santé de la culture. Ça marche bien dans l'Ouest, je crois, ce drone, vous en avez vendu pas mal. C'est né dans l'Ouest et ça marche très bien chez nos proches voisins. On a une centaine d'agriculteurs qui sont équipés du drone et comme je vous disais, plus de 9000 clients qui nous permettent de les faire passer de ferme en ferme pour réaliser les cartographies. Merci beaucoup. Et puis dernier projet dont on avait envie de vous parler, monpotager.com. Il s'agit en fait d'une idée qui a germé dans la tête d'un agriculteur de l'Essonne. Il a travaillé avec une start-up lyonnaise. Le principe est simple. Il s'agit en fait de créer du lien entre les agriculteurs et les citadins. Comment? Eh bien tout simplement des agriculteurs louent une parcelle de terrain entre 15 et 150 mètres carrés à des particuliers. Ceux-ci choisissent d'y planter des tomates, des petits pois, des fraises, ce qu'ils veulent. L'agriculteur s'occupe de tout et lorsque fruits et légumes arrivent à maturation, eh bien ils vous sont livrés directement chez vous à domicile si vous avez choisi d'adhérer à monpotager.com. Il vous en coûtera entre 14 et 100 € par mois. 50 agriculteurs sont déjà partenaires de ce projet et 2000 personnes s'y sont abonnées. Une belle idée qui est en train d'essaimer dans toute la France et qui va bientôt arriver à Rennes d'ailleurs. Eh ben, on va suivre ça de près, Isabelle, monpotager.com. De nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Florian Breton de la start-up Mimosa, vous êtes le co-président de la ferme digitale et cofondateur, vous allez nous en parler. Et Christiane Lambert, bonjour, agricultrice dans le Maine-et-Loire. Vous assurez la présidence de la FNSEA depuis le décès brutal il y a quelques jours de Xavier Belin. On va reparler d'agriculture et de politique puisque nous sommes dans une année présidentielle. On va voir ça avec vous tout à l'heure. D'abord, Christiane Lambert, est-ce que vous êtes une agricultrice connectée comme les agriculteurs d'aujourd'hui? Oui, je le confesse, oui. Connectée pour différentes raisons, pour les usages de l'exploitation, pour les transactions bancaires, les virements, les règlements, pour consulter la météo, pour consulter aussi techniquement toutes les pratiques de l'exploitation en matière d'intrants, de fertilisation, d'épandage de lisier, fumier, le plan de fumure, plan de fertilisation. Et puis Twitter, bien sûr, qui est mon contact préféré. Vous aussi, vous vous prenez en photo avec vous? Non, vous avez des cochons? Non, j'ai jamais fait de selfie avec les cochons. Par contre, Twitter est une source d'information très précieuse. J'ai repéré les tweetos les plus efficaces en matière d'information agricole. Et le matin, je consulte les articles qu'ils ont publiés, puis j'aime aussi publier moi-même quand je suis en déplacement avec différentes personnes. Florian Breton, c'est quoi exactement la ferme digitale? Comment c'est né ce projet? Alors la ferme digitale est une association loi 1901 qui est née l'année dernière au Salon de l'Agriculture justement et qui finalement est le fruit d'une réflexion commune. Aujourd'hui, on
On a tous des initiatives en tant que start-up qui apportent des gains de productivité, de compétitivité, et de vrais services et de vrais usages aux agriculteurs à travers l'innovation ou le numérique. Cette firme, ce sont des start-up en fait. Et en fait, c'est une association exactement qui regroupe à ce jour 14 start-up, alors qu'on avait lancé ça l'année dernière à 5. 14 start-up, c'est 14 start-up qui apportent des solutions et des usages aux agriculteurs, mais c'est aussi 14 start-up qui créent de l'emploi, puisqu'on est aujourd'hui quasiment 350 salariés à nous tous. À travers les différentes initiatives que nous avons. Vous parliez tout à l'heure notamment de Nayo, qui est une formidable initiative. C'est ce robot qui bine exactement, tout seul. Erinov qui cartographie notamment les vignobles, permettant aux agriculteurs comme Winat, à travers les capteurs connectés, la big data, d'utiliser moins d'intrants, d'irrigation. Donc c'est un gain aussi pour les agriculteurs et c'est un gain aussi pour l'environnement. En quoi ça change le métier d'agriculteur? Alors déjà les agriculteurs, comme le rappelait aussi Christiane qui en est un parfait exemple, sont extrêmement connectés. Il faut savoir que ça fait partie des catégories socio-pro les plus connectées aujourd'hui en France. 85% d'entre eux sont connectés à Internet, donc idée reçue aussi à casser. C'est un berceau d'innovation, mais néanmoins c'est vrai que le numérique, l'innovation à travers le numérique et les usages a pris un petit temps à prendre le pas et c'est désormais une vraie tendance sociétale, une vraie tendance de secteur en lien avec l'agriculture. Donc ça apporte, en effet, comme vous le rappeliez, de vraies performances et de vrais gains. Les exemples, on a aussi Agriconomie qui est une place de marché permettant aux agriculteurs de consommer à bas prix, avec une vraie logistique et une intelligence derrière, mais c'est 24/24, un site internet finalement. Et Mimosa, par exemple, l'association, enfin la plateforme que je représente, qui est un site de financement participatif permettant aussi aux citoyens de s'engager. Moi, je crois profondément, par la distribution alimentaire comme Mon Potager, La Ruche qui dit oui ou Mimosa à travers le financement, qu'aujourd'hui on représente aussi un vrai contrat social que nous devons nouer entre les citoyens et les agriculteurs. C'est-à-dire que le consommateur devient citoyen. Que le consommateur devienne acteur de son alimentation à travers la consommation des produits, mais aussi à travers le financement des exploitations directement, en toute transparence, en fléchant de l'épargne directement aussi vers les agriculteurs. Jean-Paul Simier, une petite réaction, c'est une des solutions à la crise de l'agriculture. Oui, tout à fait. Christian Lambert l'a dit, d'abord en termes de gestion d'exploitation, plus d'efficacité, traçabilité des produits, économie d'engrais, d'intrants, etc., agriculture de précision, tout ça c'est l'aspect production. Et puis il y a l'aspect gestion, et puis il y a l'aspect astreinte au travail aussi, parce qu'on ne l'a pas beaucoup mentionné, mais les robots, notamment de désherbage, si demain on ne veut plus utiliser de produits chimiques, ça peut se faire par robot plutôt qu'à la main, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que sinon c'est très difficile pour les agriculteurs. Et puis je reviens sur les reportages précédents, Amazon, on n'est pas obligé de laisser Amazon demain le commerce du futur. Peut-être que nos grands magasins ne disparaîtront pas, mais en tout cas diminueront. Et peut-être le e-commerce pour faire du commerce en ligne directement entre les producteurs qui font des efforts de qualité, comme on l'a vu dans tous ces reportages, et les consommateurs. Donc il y a un vrai potentiel. La dernière application dans notre exploitation, c'est une application smartphone pour étudier le bien-être des animaux dans l'élevage. Et donc on a passé 3 heures à regarder le comportement des animaux à tous les stades et pour mesurer leur sociabilité, leur stress, leur accès à l'alimentation, l'eau, leurs besoins fondamentaux. C'est extrêmement intéressant pour améliorer ces pratiques. Et ils ont un meilleur goût, vos cochons, après? Ils sont plus heureux. En tout cas, et quand ils sont plus heureux, ils sont moins stressés, ils sont moins inquiets et ils se comportent mieux, donc ils grossissent mieux. Tout est lié. Il nous reste 6 minutes. Sur les 6 dernières minutes, on va parler politique, puisque 2017 et ce 54e salon, c'est particulier. C'est une année d'élection présidentielle. Hier, François Hollande est venu inaugurer ce 54e salon. C'est son dernier salon d'agriculture. Tous les candidats vont défiler la semaine prochaine. Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler d'agriculture pendant cette campagne, depuis le début de cette campagne, Christiane Lambert? Jusque-là, non. Ni dans la primaire de la droite, ni dans la primaire de la gauche, l'agriculture n'a été citée souvent. Et c'est un vrai regret. Aujourd'hui non plus, d'ailleurs, d'autres sujets prennent le pas. Et nous regrettons vraiment, voilà pourquoi nous avons fait un document que nous allons leur présenter. Alors ça s'appelle, je le dis pour les téléspectateurs, 13 mesures pour les 200 premiers jours. Voilà, autant être efficace, on ne sait pas qui sera élu. Par contre, ce que nous savons, c'est que nous avons identifié quels sont les leviers essentiels pour redonner de l'efficacité aux exploitations et de redonner confiance aux agriculteurs. C'est un cri d'alarme, ces 13 mesures? C'est un cri d'alarme, c'est comme ça que vous le concevez? Bien sûr, c'est aussi ce que le président de la République a entendu hier en sillonnant les allées. Monsieur le Président, on n'en peut plus, c'est très difficile en ce moment et en plus on est critiqué souvent, on n'est pas reconnu à hauteur de ce qu'on fait. Il y a quand même 38% des exploitations qui ont un revenu inférieur à 420 € par mois. C'est un cri d'alarme qui a été dressé. Pour autant,
Il y a quand même des vraies perspectives en agriculture dans différents domaines. Il y a des jeunes qui ont envie farouche de s'installer. Et nous devons donc améliorer les choses pour leur ouvrir les portes aujourd'hui. Alors on ne va pas détailler les 13 mesures, mais c'est quoi la philosophie de ce manifeste? Ça concerne essentiellement une recherche d'harmonisation de charges avec les autres pays européens. Nous fonctionnons avec un marché unique en Europe. S'il y a des charges différentes d'un pays à l'autre, nous partons avec des boulets au pied. C'est le cas dans de nombreux domaines, social, normatif, environnemental. Nous voulons une harmonisation européenne des conditions de production, ni plus ni moins. Moins de charges, moins de normes, c'est entre autres ce que propose François Fillon. La transition écologique de l'agriculture, ça c'est plutôt Benoît Hamon. Le patriotisme agricole, Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a des choses qui vous séduisent dans ces propositions? On va faire un bouquet de solutions avec les solutions des uns des autres. Mais pour l'instant, ce que nous souhaitons surtout, c'est qu'ils s'expriment davantage et plus en précision sur notre secteur. Voilà pourquoi aussi nous les avons invités à Brest le dernier jour après notre congrès de la FNSEA qui aura lieu les 28 et 29. Ça sera le 30 à Brest. Nous l'organisons avec l'ensemble des organisations agricoles. C'est le grand oral de rattrapage des candidats sur le sujet de l'agriculture. Alors, certains ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas. Mais sous-considérer l'agriculture, c'est pas bien. Oui, parce que les candidats à l'élection qui viennent sur ce salon, là, pour vous, c'est important. C'est un moyen, avant le congrès de la FNSEA, de leur parler? Bien sûr. Vous savez, quand ils sont en campagne, ils ont de plus grandes oreilles. Donc, il faut leur dire beaucoup plus de choses. Ils sont attentifs, ils ont des collaborateurs surtout. Et je crois qu'il faut qu'ils sentent aussi l'ambiance d'attente très forte du monde agricole. Parler d'Europe. L'Europe, pour nous, c'est important. Parler d'agriculture, parler d'emploi, parler d'économie. 14% des emplois, c'est l'agriculture. L'aménagement des territoires, la qualité, les bons produits. 13 milliards d'euros dans la balance commerciale, c'est l'agriculture. Pourquoi est-elle absente aujourd'hui? Nous le regrettons et donc nous allons leur demander d'en parler davantage. Et leur attrait pour l'agriculture ne se mesure pas au nombre d'heures qu'ils passent sur le salon. Je dis comme ça parce qu'on voit dans certains qui essayent de battre les records. S'ils restent 2 heures mais qu'ils écoutent bien et qu'ils sont convaincus qu'il faut agir, on aura gagné la partie. Alors il y en a qui boycottent même le salon, hein. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Hier, il a même fait un contre-salon au Parc Floral pour dénoncer le modèle productiviste. Ça vous choque? Oui, ça me choque. Et j'entendais un commentaire identique ce matin sur BFM et je remercie le chroniqueur qui l'a fait. C'est comme si on disait à une entreprise étrangère installée en France, vous travaillez dans une entreprise étrangère. Nous, on travaille pour un modèle qui est celui-là, parce que l'Europe a choisi de déréguler. Nous essayons de reconstruire des dispositifs de régulation et puis quand même dire que l'agriculture est productive, quand on voit ici tout ça, c'est se moquer du monde. La France est le pays des signes officiels de qualité. La France est en train de devenir 4e pays producteur d'agriculture biologique. Monsieur Mélenchon a un discours de retard. C'est-à-dire que ce modèle, pour vous, il est déjà dépassé. C'est plus de l'agriculture productiviste qu'on fait aujourd'hui en France. Ça, c'est un mot, l'agriculture productiviste. Ça a été dans les années 60. Et même Edgar Pisani l'a revendiqué. Aujourd'hui, nous avons une agriculture de production, d'efficacité économique. Mais au pays des 4000 fromages, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un modèle et il faut changer le modèle. Il y a 1000 modèles. Sur quoi ils doivent s'engager, ces candidats? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Très concrètement, une baisse des charges sociales qui pèsent sur le travail dans notre pays, qui est un vrai handicap de compétitivité. Les viandes aujourd'hui régressent toutes catégories confondues et sont plutôt faites en Allemagne, là où la main-d'œuvre est pas chère. Et nous régressons sur la volaille, le porc, le bovin. Nous permettent de faire de l'épargne de précaution. On a aujourd'hui des cours qui sont extrêmement volatiles. C'est quoi l'épargne de précaution? Voilà, c'est-à-dire que quand on a une bonne année, pouvoir mettre de l'argent de côté, non fiscalisé, et puis le réintroduire dans l'entreprise lorsque ça va moins bien, plutôt que d'aller pleurer au ministère de l'économie des sommes pour compenser nos exploitations. Gérer dans la durée, gérer pluriannuellement l'économie de nos exploitations. Et puis nous leur demandons aussi la revalorisation des retraites agricoles. Nous leur demandons aussi d'avoir une vraie vision politique pour l'Europe. L'Europe est aujourd'hui envahie par des juristes, par des experts et insuffisamment investie par des politiques. Nous voulons l'Europe qui est l'espace qu'il nous faut pour peser face aux grands continents comme les USA, l'Asie, l'Amérique du Sud, qui sont très puissants en matière agricole. Vous pensez que le politique est en capacité de sauver l'agriculture? C'est le rôle du politique que de conduire les politiques d'un pays. Et sauver n'est pas le bon mot. C'est encadrer pour garder ce secteur essentiel culturel pour notre pays. On ne peut pas être le pays de la bonne bouffe, le pays des signes officiels de qualité, le pays qui accueille chaque année 80 millions de visiteurs parce que la France est belle et cultivée et sous-considérer l'agriculture. Le tout marché ne marche pas, il faut des politiques publiques, il faut des politiques agricoles. Donc il faut encadrer. Il faut réguler et les marchés livrés à eux-mêmes, on a vu ce que ça donne dans certains domaines. Nous avons capacité à le faire, mais il faut aussi que l'autorité de la concurrence, qui est pointilleuse en France, s'aligne aussi sur la vision européenne. Ça aussi, c'est dans nos propositions. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission. Isabelle, vous êtes toujours au milieu des animaux dans le rôle 1.
Et oui, on a commencé avec Fine, la Bretonne Pinoire. On termine avec Idéfix, la Nantaise. C'est pour vous, Christine. L'occasion pour moi, en tout cas, de vous dire que France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire seront au Salon de l'Agriculture cette semaine. Rendez-vous dans nos journaux régionaux. Très bon dimanche. Oui, très bon dimanche Isabelle au milieu des bêtes. Merci à tous. On se retrouve dès ce soir depuis le Salon de l'Agriculture. Tout de suite, le journal présenté par Éléonore Duplet. Très bonne journée à tous.